61 à la date d'aujourd'hui par le régime en place. Une goutte d'eau dans la mer, sans doute par rapport au mandat en cours, 5 ans, mais certainement pas insignifiant en termes de signaux définissant le Bénin de demain. Des actes, faits et gestes sont constamment passés au rythme du nouveau départ annoncé pour marquer la rupture avec le passé. Un passé peu glorieux, à en croire bien d'analystes. Mais les chantiers ouverts et ceux en passe de l'être rassurent-ils par rapport aux aspirations profondes de la grande majorité du peuple béninois, les 65% ayant effectué le choix décisif au soir du 20 mars. En somme, 100% Bénin, le plateau du jour vous convie à des regards croisés sur les premiers pas du régime en place. Le Bénin aux mains d'un puissant homme d'affaires, Patrice Talon, l'une des 25 plus grandes fortunes d'Afrique francophone, désormais dans la peau du politique. Le sourire attendu bientôt sur le visage de chaque citoyen. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Mais avant, la une des quotidiens béninois dans leur parution du jour. Et on retrouve comme hier Kodjo Viamitonou qui a parcouru pour nous la une des journaux à nous parvenir à la première lueur de l'aube. Kodjo Viamitonou, bonjour. Bonjour à vous Joël Yetoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité est bien riche ce matin, nos confrères qui font à leur façon un clin d'œil à Abdoulaye Biotchane. Tout à fait, mais pas forcément tel que vous le voyez là. Ah bon, un clin d'œil, pas un oui. clin d'œil. Ouais, c'est vrai que c'est lui qui fait la une des journaux ce matin, mais pas tel que vous l'entendez. En tout cas, on veut découvrir. Avec le quotidien Info Plus, donc nous allons démarrer cette une des journaux présidentiels de 2021. Donc ce quotidien se projette déjà dans le futur et constate que Abdoulaye Biotchane empoisonne donc les Béninois pour séduire Patrice Talon. Les révélations du collectif Le Bénin d'abord mettent fin au procès contre le gouvernement sortant. La Nouvelle Gazette abondant dans le même sens, interview du ministre du Plan et du Développement à la presse. Les contre-vérités d'Abdoulaye Biotchane mises à nu, lire donc la lettre ouverte du collectif Le Bénin d'abord. Le journal La Nouvelle Tribune, polémique autour du bilan économique de Boni Yahi. Le collectif Le Bénin d'abord appelle Tchane à la retenue en 10 ans. Yahi a fait l'option de la stabilité sociale. Et puis de retour du sommet de la CEDEAO, écrit toujours La Nouvelle Tribune, le faux bond de Patrice Talon à la presse. L'audace info, après son départ de la loterie nationale du Bénin, les travailleurs regrettent déjà le départ de Paulin Dossal. Le Canard du Nord, ralentissement des activités économiques au Bénin. Et si Patrice Talon s'engageait à apurer la dette intérieure, le coopérant, lettre ouverte du collectif Le Bénin d'abord. Voici pourquoi Abdoulaye Biotchane s'acharne contre le président Boni Yahi. Le journal Le Projecteur, acharnement contre l'ancien régime et son chef. Le collectif Le Bénin d'abord désamorce la bombe d'intoxication massive de Biotchane. Puis Assemblée nationale, le dossier de démission du député Yampabou déclaré caduc. Repère média, intoxication des populations pour noircir le bilan du régime sortant. La mise au point et mise en garde du collectif Le Bénin d'abord à Biotchane en disant le gouvernement sortant a beaucoup investi dans des infrastructures, la sécurité humaine. ABT peut donc s'en rendre compte. Dans son Djougou natal, écrit donc le journal Le Soleil Levant, cette fois Joël Yetoji. Polémique autour du critère de convergence 2005-2015. Le collectif Le Bénin d'abord répond à Abdoulaye Biotchane, le ministre du Plan et du Développement, au peuple, donc écrit le journal. Et puis mise en place de l'administration de Talon à la tête de l'État, que du retour des hommes de Kérékou, de Soglo et de Yahi pour la rupture. Nouveau départ ou ancien repas, donc s'interroge le journal Soleil Levant. C'est sur ce journal d'ailleurs que nous allons donc clôturer la une des canards pour le compte de ce matin. Quand je vis avec ici, la une de ce matin, je ne voudrais pas commenter. On se dit simplement à demain, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous serez au rendez-vous. Par la grâce de Dieu. Il vous le permettra. Mesdames, Messieurs, place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin.
Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin », c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Voici 2 mois que le régime de la rupture pour un nouveau départ s'évertue à imprimer sa marque au sommet de l'État. Mode de gestion, approche communicationnelle, tout à la rupture, clame-t-on. Autre époque, autre mœurs, sinon autre réalité. Lentement, mais sûrement, la nouvelle équipe a conduit la barque Bénin vers son chemin. L'allure augure-t-elle d'une traversée paisible, surtout rassurante? 60 jours de la gouvernance talent, la rupture pour un nouveau départ prometteuse. 2 invités pour mener le débat avec nous. Urbain Amebedi, jeune acteur politique, il est le 2e vice-président du parti Alternative Citoyenne, l'un des partis à avoir bataillé pour la victoire de Patrice Talon à l'issue de la présidentielle. Urbain Amebedi, bonjour. Bonjour, monsieur Yetandi. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Plaisir partagé. En face de lui, Roger Bayonvi, professeur de lettres à l'université d'Abomey-Calavi, écrivain, ancien président de l'ONG Transparency International Bénin. L'homme n'est pas étranger à la plume, je vous en dirai un peu plus en son temps. Il n'est non plus étranger aux réalités du pouvoir. Il a été précédemment donc ministre chargé de la promotion des langues nationales. Roger Bayonvi, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je ne vous dis pas, grande est notre joie de vous savoir présent. La fièvre qui s'est emparée du peuple béninois à la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle, fièvre rééditée le 6 avril, date de l'investiture du chantre du nouveau départ. Comment le ressent-on aujourd'hui, 60 jours après Urbain Amebedi? Cette fièvre, personnellement, comment le ressentez-vous? Vous savez, c'est une grande responsabilité d'avoir à gérer les affaires de l'État. La campagne est derrière nous et nous sommes maintenant face aux réalités de la gestion du pouvoir. Il ne faut pas s'en cacher, ce n'est pas comme la campagne. C'est un défi, c'est un challenge. Mais nous avons les hommes, nous avons les têtes, nous avons les idées, nous avons les moyens de pouvoir relever le défi. Et c'est ce à quoi nous nous attelons tous les jours, c'est ce à quoi le président s'attelle tous les jours. Bien entendu, il y a beaucoup d'impatience. Les gens pensent au miracle, il n'y a jamais de miracle. Il n'y a pas de miracle dans la gestion des hommes. Et donc, les gens sont impatients de voir quotidiennement, dans leur vécu quotidien, dans le panier de la ménagère, dans leur rue, dans leur maison, la rupture, le changement. Ça va venir, ça prendra le temps qu'il faut. Mais ça va venir et le président et son gouvernement sont dans une situation d'urgence. Il y a beaucoup d'urgence à régler, ce qui fait que pour le moment, les Béninois sont dans l'attente de voir un peu autre chose. Mais en attendant, il faut bien que l'État tourne. Il faut bien que les Béninois aient l'électricité, il faut bien que les Béninois aient de l'eau, il faut bien que les Béninois puissent avoir leur salaire, il faut que les Béninois puissent aller au marché. Et donc toutes ces choses qui sont des choses quotidiennes, le gouvernement s'attelle à les résoudre sans pour autant abandonner son cap qui est la réforme. Vous avez bien suivi que le président n'a pas tardé à mettre en place la commission de la réforme constitutionnelle et institutionnelle, qui a déjà élaboré son rapport qui va être déposé peut-être dans les heures ou les jours à venir. Et cela est une avancée importante. Roger Bayonvi, on reviendra sur les avancées plus amplement. Oui, cette période de passé, quand on fait un peu le parcours aujourd'hui, cette euphorie très loin derrière la réalité du pouvoir, tout autre, comme le dit Urbain Amebedi. Vous avez parlé de fièvre. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de fièvre. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que le président sorti nous avait habitués à un système d'omniprésident, comme disaient les Français à propos de Sarkozy. C'était un peu fatigant. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a le sentiment que le président de la République se cache. On commence à le chercher. Où est-il? On voudrait bien le voir. Et je pense que c'est tant mieux. Cela prouve sans doute qu'il est attelé à la tâche,
qu'il est véritablement au pouvoir et non pas sur les plateaux de télévision pour montrer combien il est beau, combien sa cravate est belle. Il a un style. Et là, on peut parler de fièvre. Il a un style nouveau. J'en crois sa première déclaration sur le perron de l'Élysée, lors de la conférence de presse avec François Hollande. Ah, il a eu des mots forts, ça a fait trembler tout le Bénin. À la réflexion, on se rend compte que, mais non, il n'a fait que dire la vérité. De toute façon, quand il est revenu à Cotonou, et qu'on l'a interrogé là-dessus, comment pouvez-vous dire que nous sommes un désert de compétences? Ben, il a dit, mais ne comptez pas sur moi pour dire le contraire de ce que je pense. Je pense à son interview au journal Le Monde, qu'on m'a envoyé de partout du monde, il faut lire. Ah non, là, il a des déclarations fortes. Le style est nouveau. Et on sent que l'homme a une ambition. On lui souhaite, nous souhaitons qu'il réussisse. En 5 ans, pourra-t-il transformer véritablement le pays de sorte qu'au bout de 5 ans, nous le portions en triomphe, comme il le souhaite? Je le lui souhaite, je nous le souhaite. Le style est nouveau, il n'y a pas de fièvre à proprement parler parce que les gens sont à leur tâche, à leur devoir, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Oui, Hubert Bouimedi, vous l'avez souligné tout à l'heure, le chef de l'État est à la tâche avec une équipe et des hommes. Et là-dessus, il va falloir espérer parce que les attentes sont grandes. Pour le moment, le déploiement tel fait vous convainc-il? Oh, mais on est juste au début. On n'a que 2 mois. Le président n'a fait que 2 mois au pouvoir et le déploiement se fait progressivement. Vous aurez remarqué, le professeur l'a dit tout à l'heure, le changement de style. Il n'a pas paru nécessaire au chef de l'État, une fois arrivé, de renverser tout, de remplacer tout. Et puis, non. Le chef de l'État a l'habitude de dire à ses collaborateurs, dans l'administration béninoise, il y a des gens très bien. Cherchez-les, découvrez-les et travaillez avec eux. On ne va quand même pas changer les Béninois. On va travailler avec les Béninois. Et ceux d'hier qui ont peut-être collaboré à un régime que nous avons tous décrié ne sont pas si mauvais que ça. Peut-être le système dans lequel ils ont travaillé les a amenés à des excès. Et il faut corriger cela. C'est pour cela que les réformes sont importantes. Et donc, dans son style nouveau, le chef de l'État va doucement mais va sûrement. Va doucement mais va sûrement. Et tout le monde attend et le mercredi est devenu une journée d'angoisse pour tout le monde. Tout le monde a l'oreille collée à la radio ou à la télévision. Les réseaux sociaux piaffent d'impatience de voir qui a été nommé, qui n'a pas été nommé. Mais quand vous travaillez avec le président Talon, vous devez avoir de la patience. Parce que lui, il sait toujours là où il va. Et il y réfléchit constamment. Et vous y amène si vous ne comprenez pas sa manière de faire. Et donc, je pense que les choses vont doucement. Peut-être pas au rythme qu'on veut. Il y a beaucoup d'impatience. Mais je pense qu'à la fin, et comme il le dit lui-même, les gens découvriront qu'il y a des résultats. Il n'y avait pas à s'impatienter et que cette manière de faire pouvait nous permettre d'atteindre les résultats. Je dois vous dire une chose. Le président estime que faire des autoroutes, faire des hôpitaux, de grandes écoles, émerveiller le monde entier est une chose qu'il peut faire et que les Béninois attendent. Mais si l'on ne restaure pas un cadre institutionnel assez solide qui surpasse les hommes, on peut faire tout ça, un homme va venir tout détruire parce qu'il a suffisamment de pouvoir, il a les moyens de tout renverser. Et donc pour lui, la base et la fondation, c'est l'institutionnel. Il faut créer le cadre qui empêche même un fou de pouvoir faire dériver le pays. Ça, il y tient. Il estime qu'il faut développer le pays, il faut faire de grandes choses, il faut faire ce à quoi s'attendent les Béninois, mais il faut créer le cadre. Vous voyez, aux États-Unis, Obama a beau être puissant, il ne peut pas faire ce qu'il veut. L'institution est là qui l'empêche de dériver. Quoi qu'il soit puissant, en termes de président, il n'est pas aussi puissant qu'on le pense. Les tests, les institutions l'encadrent. Il travaille donc à la fondation. Et donc, le chef de l'État actuel estime qu'il va, dans un sens, faire les infrastructures, le social, l'économie, restaurer tout cela, mais il faudra créer le cadre pour que tout cela s'insère dedans et empêche n'importe quelle personne
qui viendrait au pouvoir d'avoir à utiliser ça à son profit et au détriment, en cause. Et détriment du peuple. Roger Guéonville, il n'y a de richesse que d'hommes, dit-on, Oui. aujourd'hui. Le redéploiement, tel on le fait, les positionnements, tel on le vit, la marche, elle est certaine à vos yeux? La marche, elle est certaine. Il y a des décisions qui ont été prises que de ma place d'observateur et de critique de la politique de mon pays, critique au sens de porter un jugement, je peux traiter de mesurettes. Ce sont des mesurettes. Mais attention, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et il est important que le président de la République et que son équipe aient commencé par des mesurettes. J'appelle mesurettes les gens qu'on met à l'écart pour les remplacer par d'autres. J'appelle mesurette le fait, par exemple, et là ce n'est peut-être pas une mesurette, ou c'est une grande mesurette, le fait que les policiers ne soient plus avec la tenue de l'État, c'est ça qui est grave, en train de nous rançonner sur les bords de la route. Il est important que ces mesurettes, que ces petites mesures s'accumulent pour faire de grandes rivières, parce que pendant que le président fait la réforme, il faut quand même qu'il gère le pays. Donc il faut qu'il prenne des mesures. Dans une situation d'état de droit, il ne peut pas brusquer les choses. Il y a par exemple, j'ai dit qu'il n'y a pas de fièvre, oui, il n'y en a pas à Ouida, d'où je viens ce matin, mais il y a quand même à Cotonou, parce que nous apprenons à 42 km d'ici ce qui se passe à Cotonou, il y a la fièvre des braquages. Et ça, j'ai été un peu surpris de l'analyse qu'en font les journalistes et d'autres personnes. Ben, il faut mettre les choses en perspective. D'abord, c'est toujours comme ça. Hélas, lorsqu'un nouveau régime arrive et qui prétend changer les choses, il faudra changer un peu les Béninois, nous, il ne faut pas oublier, après nous, c'est nous. Donc, ils sont toujours là, pas à la place qu'ils veulent. Et donc, ils sont en train de tester le nouveau pouvoir. Vous dites quelque chose de grave là. Est-ce qu'ils vont oser gouverner le pays sans nous? Mais c'est eux, j'imagine. Je ne suis pas allé voir le Bokono avant d'arriver ce matin. C'est eux qui sont en dessous de ces braquages. Mais c'est toujours comme ça. Je ne sais pas où vous étiez en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir. La gauche est arrivée au pouvoir avec à sa tête François Mitterrand après 30 ans de pouvoir de la droite. Mais il y avait à Paris des attentats tous les jours. Tant et si bien, vous n'étiez pas là, mais ça a été fantastique, tant et si bien que Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur, a décidé de restreindre les pouvoirs individuels. Robert Badinter est monté au créneau, pas nous, pas ici. Il a demandé à François Mitterrand de choisir entre les deux, le ministre de l'Intérieur et lui. Bon, François Mitterrand a apaisé le jeu et a dit non, on ne touche pas aux libertés individuelles pour la sécurité du peuple. Alors c'est cette situation que nous sommes en train de vivre. Et les gens sont en train de voir les fomenteurs de braquage. Si le pouvoir recule sur un seul point, ben ça y est, ils vont recommencer comme en 2006, et nous aurons fait cette belle révolution. Parce que ce fut une révolution le 20 mars, nous aurons fait cette belle révolution pour rien, comme nous avons fait la révolution de 1972 pour rien, comme nous avons fait la révolution de 2006, car c'était aussi une révolution pour rien. J'espère que le président Patrice Talon va stopper les choses et qu'il n'y aura plus de révolution pour rien. Parce que nous avons trop fait dans ce pays de révolution pour rien. Donc il faut qu'on approfondisse les analyses et qu'on ne pense pas que cette histoire de braquage, ils viennent du Nigeria, mon œil. Les fomenteurs de braquage sont ici. Pour le peu que je connais de l'homme, je ne peux pas me permettre de dire connaître suffisamment de Roger Guéonville, bien que je fouille un tout petit peu. Mais là, je vous découvre un peu dans les postures, pas d'un flic, mais quelqu'un qui s'y connaît un peu en stratégie militaire. Je parle avec les flics, si vous voulez. Ah bon, ok. Et des flics dont certains ont mon âge, dont d'autres auraient pu être mon enfant. Vous savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai été président, vice-président et président de Transparency International. Oui. Nous n'avions pas le pouvoir, nous n'avons pas le pouvoir à Transparency International de dénoncer les personnes. Nous ne dénonçons que les situations. Et je me suis même battu avec mes pairs pour que jamais nous ne transgressions cette règle que Transparency nous a fixée, pas les personnes, mais les situations. Vous prenez le FONAC de mon ami Jean-Baptiste Elias, lui, il a le droit de dénoncer les personnes, mais il vient toujours
avec beaucoup de documents à l'appui pour qu'on ne l'accuse pas de raconter n'importe quoi. Mais je puis vous dire, compte tenu de ma propre expérience à la tête de Transparency International, que l'audace d'Elias ne va pas jusqu'au bout. Il sait des choses qu'il ne peut pas révéler pour la stabilité du pays, comme moi aussi, à la tête de Transparency International. Et c'est pour répondre à votre question. Je parle avec les flics, et si je devrais dire ici, révéler ici sur le plateau de télévision, les confidences qu'ils me font, oui. Eh bien, mon cher ami, le pays pourrait être déstabilisé. Nous ne disons jamais tout ce que nous savons, nous, commentateurs, parce qu'il faut quand même que le pays tienne debout, n'est-ce pas? Ah oui, eh bien, Bébédi, j'imagine, non, vous tenez bien, pas de frisson, mais là, quand même, de quoi inquiéter. Des Béninois qui eux-mêmes s'amusent à se faire peur, ça peut se comprendre. Ah non, lorsqu'on aspire tous, on dit à la rupture, parce que c'est quand même 65%. Bien sûr, bien sûr. Ah non, on ne s'amuse même pas à se faire peur. C'est des vrais braquages avec mort d'hommes. C'est une situation assez affligeante pour la population et pour le pouvoir. Et comme a dit le professeur, il faut noter quand même au moins 2 ou 3 raisons. Il y a, bon, bien entendu, le fait qu'on ait demandé aux policiers de faire leur job, et de cesser de rançonner les gens. Il y en a qui ne sont pas contents. Et ça, on l'a toujours vu. Pas content parce qu'on vous demande de faire votre job. Vous avez écouté le discours du syndicat adjoint au moment de la prise. C'est pas intérim du Sénapolis, et qui a révélé au grand jour que ce sont ces rançonnements qui permettent à la police de fonctionner. C'est assez grave. Nous l'avons tous entendu, c'est assez grave que dans un État républicain, la police en soit amenée à déclarer que c'est avec le rançonnement qu'on fait fonctionner la police. Mais là, est-ce la faute à la police ou aux autorités qui doivent mettre les moyens? Pour le moment, je ne dis pas à qui la faute, mais les faits. Il en soit arrivé à dire devant micro et caméra que c'est avec l'argent du rançonnement que la police fonctionne. Je crois qu'il nous revient d'analyser et d'investiguer cette situation et de pouvoir apporter les réponses qu'il faut. Vous allez poursuivre, Roger. Je pense que... envie de venir sur... Oui, je voudrais apporter... Je n'étais pas au courant de cette déclaration qui est grave du syndicat de police, mais attention, dans mes responsabilités de président de Transparency International, j'ai été amené à donner des conférences sur la lutte contre la corruption. Un jour, j'étais à Cotonou, un matin. Les hauts cadres, les gens qui sont en bleu, là, comment on les appelle? Les gens qui sont en bleu. Les policiers en bleu. C'est les CRS. C'est les CRS. C'est eux, c'est à eux qu'on m'avait demandé de donner une conférence sur la lutte contre la corruption parce qu'il y en avait marre, passez-moi le terme, de tous ces soldats, pardon, de tous ces hommes en armes habillés de la livrée de l'État qui nous rançonnaient. Alors, j'ai délivré mon message. Un soldat, entre autres, se lève. Monsieur le professeur, c'est très bien, vous avez parlé, il a décliné tous ces titres, fait le salut réglementaire parce que ses supérieurs étaient là. Je suis en poste à Cotonou, je gagne 29 500 francs et c'est sur ces 29 500 francs que je dois prélever pour aller surveiller, disons, les domiciles des gens qui sont des millionnaires. Comment voulez-vous que je ne me laisse pas aller à la corruption? J'ai repris la parole et je lui ai présenté mes excuses. Je lui ai dit, vous venez de m'apprendre quelque chose que je ne connais, que je ne savais pas. Vous ne pouvez pas être en charge de notre sécurité à Cotonou à 29 000 francs, 29 500 francs. J'ai oublié de lui demander s'il était marié ou célibataire ou avec des enfants. Deuxième exemple, et là c'était à Porto Novo, à l'école de gendarmerie. D'abord, j'ai rendu hommage à leur propreté. C'était l'après-midi, on pouvait saisir une aiguille dans la cour. Il y a de la discipline. Et là, c'était les grands cadres de la gendarmerie. Discours du professeur, président de Transparency International contre la corruption. Ils sont bien écoutés, ils sont disciplinés. À la fin, professeur, est-ce que nous sommes en uniforme? Je dis oui, vous êtes en uniforme. Non, monsieur le professeur. Ah bon, je dis ah bon? Vous êtes tous en kaki. Regardez bien, les kakis n'ont pas la même couleur. Ah, je dis oui, si c'est ça que vous appelez être en uniforme, écoutez, vous n'êtes pas en uniforme. Mais alors pourquoi? Et ils m'ont dit, je répète ce qu'ils m'ont dit, l'État ne nous habille pas. L'État de l'époque ne nous habille pas.
Les godasses, nous sommes obligés d'aller les acheter au marché aux fripes. L'État doit nous loger, il oublie de nous loger. Eh bien, voilà pourquoi nous sommes obligés de vous rançonner, mais pour pouvoir, et j'ai compris pourquoi l'État laisse faire le rançonnement sur les voies, parce que l'État ne jouait pas son rôle. Alors, je ne sais pas si l'État, Patrice Talon, va corriger ça. Il faut donc corriger ça. Et c'est ça qui a fait parler, je crois, le policier qui a eu des propos graves, à savoir, c'est le rançonnement qui nous fait vivre. Il y a une raison pour ça. Voilà, je viens de vous en apporter deux. En tout cas, un autre chantier, un immense. Oui, absolument. Je crois qu'il ne devrait pas être ainsi. C'est assez grave parce que une fois qu'on aurait validé cette forme de cette situation qui consiste à rançonner pour faire fonctionner la police, il y aura d'autres champs qui vont s'ouvrir. La dérive ne s'arrêtera plus. Vous vous donnez la main, on vous prendra le bras. Ce n'est pas possible. Et donc l'État ne peut en aucune façon valider un tel système. L'exemple qu'a donné le professeur, probablement, ça fait 20 ans peut-être. Parce qu'à 29 000 francs, c'est... 15 ans. 15 ans, on voilà. a augmenté un peu le salaire. Je pense qu'au moins à 40 000 aujourd'hui. Mais, qu'à cela ne tienne, il est de la responsabilité de l'État d'habiller les policiers, de les payer raisonnablement au coût de vie actuel. Et je pense que le chef de l'État, pour avoir vu sa pratique dans le privé, qui n'aime pas mal payer les gens, doit pouvoir trouver une solution à cela. Mais dans tous les cas, il n'est pas acceptable que ce soit le rançonnement qui puisse faire fonctionner la police. Et qu'aujourd'hui, on en soit au braquage et qu'on nous dit, un peu comme pour dire, bon, si vous voulez que le braquage s'arrête, on retourne au rançonnement. Ce n'est pas faisable. La deuxième chose que je voudrais dire, je crois, le professeur l'a dit également, lorsqu'il y a changement de gouvernement, lorsqu'il y a changement de régime, pas gouvernement seulement, il y a souvent ces remue-ménage, enfin un peu de remue-ménage dans la sécurité. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ceux qui sont en poste et qui ne sont pas encore remplacés ne font plus rien. Actuellement, beaucoup de gens disent l'État tourne au ralenti, ce qui est vrai. Parce que les cadres et les hauts fonctionnaires ne travaillent pas comme des hauts fonctionnaires de l'État, dans un État républicain. Ils sont comme, j'ai été nommé par un régime, un autre régime arrive, on va me remplacer. Alors c'est un peu comme ils ont déposé les armes. Et ils regardent. Ils attendent tous les mercredis qu'on les change. Ils ne fonctionnent pas. Le service de renseignement, les gens sont plus ou moins à l'arrêt, en train d'observer. Est-ce qu'on va me remplacer ou on ne va pas me remplacer? Ceux qui donnent le renseignement, parce que la sécurité c'est d'abord le renseignement. Et il y en a qui pilulent un peu partout, qui avaient pour rôle de donner l'information à la police pour les prévenir de ce qui va arriver. On observe un dysfonctionnement dans tout ce système, parce que ceux qui doivent donner l'information sont au ralenti. Ceux à qui ils donnent le renseignement, les policiers, on les a enlevés de la route, le renseignement n'existe plus, ils ne sont plus motivés, eux aussi, qu'ils aient le renseignement, qu'ils n'aient pas, ils ne font rien. Évidemment, j'ai entendu un haut gradé qui m'a dit, évidemment, ils disent, bon, on nous a dit de quitter la route, de laisser, mais vous pouvez y aller. Et donc, on se retrouve dans une situation d'insécurité du fait que nous avons un nouveau régime, du fait qu'on a demandé aux policiers de quitter la route, du fait que les braqueurs savent que la voie est ouverte et qu'on ne va pas les arrêter, et donc on assiste à tout cela. Il y a lieu de faire la réforme. Là également, il y a lieu de faire une réforme, de manière à ce que le policier soit bien entretenu et qu'on puisse lui demander des résultats et qu'on puisse le sanctionner en cas de rançonnement. Il y a bien des pays qui le font. Nous ne sommes pas une exception. Ça se fait ailleurs. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Je ne pense pas que la vie du policier, comme du douanier d'ailleurs, puisse être toute sa vie, toute sa carrière collée au rançonnement ou à la corruption. Ce n'est pas possible. En tout cas, des réformes annoncées dans ce domaine, c'est déjà effectif. Et 45 jours pour qu'on ait des résultats. De l'autre côté, vous l'avez aussi annoncé, il y a eu d'autres réformes, côté institutionnel et administratif. Roger Bayonville, vous avez observé un peu tout l'engouement que cela a suscité. On attend les conclusions, mais déjà, le travail qui a été fait, la façon dont ça a été fait, la contribution des uns et des autres, ça augure quand même déjà d'une issue heureuse, non? Oui, mais à condition de ne pas s'arrêter. Moi, j'ai fixé comme délai, très amicalement et très respectueusement,
Je lui ai donné rendez-vous au président Patrice Talon pour dans 6 mois. C'est-à-dire, si j'ai bien calculé, en septembre 2016. Pourquoi 6 mois? Pourquoi 6 mois? Parce que j'ai vu le président Boni Yayi. Les 6 premiers mois du président Boni Yayi, rendons-lui cet hommage, ont été beaux. Tout le peuple a vu qu'il était vraiment venu pour le changement et qu'il avait entamé le changement. J'en témoigne moi-même. Et puis, patatras, au bout de 6 mois, tous les Béninois ont constaté que non, ils ont dit ça seulement. Hein. Vous voyez, ça a recommencé comme avant. Et n'ouvrez pas la plus petite brèche aux Béninois, ici en France. Les Béninois qui en 2006, pendant les tout premiers mois, mais étaient vraiment réglo, allaient au boulot à l'heure. Les douaniers disaient, attention, je veux conserver mon poste. Ces gens qui sont arrivés ne veulent plus entendre parler de tripotage. Et puis au bout de 6 mois, jusqu'à la fin du second mandat, ça a été ce que nous avons vu. Je me demande pourquoi on reproche au président Abdoulaye Biotchane ses propos. Le chef de l'État, au journal Le Monde, a parlé d'état désastreux, je crois. Lui, il parle de catastrophe. C'est la même chose. Et alors, il ne faut pas que ce que j'ai appelé mesurette tout à l'heure n'aboutisse pas à la rivière. Il ne faut pas qu'on fasse marche arrière. Il y a déjà eu une petite marche arrière, ce que vous avez appelé rétropédalage pour le condamner. On a enlevé leurs policiers, leurs garde-corps à nos chers députés. Ils ont protesté et on a rétropédalé. Je crois que le rétropédalage fait partie de la vie. De temps en temps, quand vous vous apercevez que la direction que vous avez prise vous conduit à l'impasse, vous conduit à l'ornière, il faut avoir l'intelligence de reculer. Et là, ça ne nous conduisait pas à l'ornière, pas à l'impasse. Mais le président de la République, qui n'a pas de parti politique que je sache, et qui n'a pas un seul député à son nom à l'Assemblée nationale, un ou deux quand même, a besoin des députés pour faire passer les réformes. Bon, ben, il était de son intérêt, et dans l'intérêt et de l'intérêt du pays, et qui ne les fâche pas trop. Et puis un policier, bon, ils aiment bien ça, ça leur fait des primes en plus, etc. Il a rétropédalé, c'est sage. Mais il ne faut pas que ça continue. Il ne faut pas que ça continue. Oui, oui. Bon, disons qu'on peut comprendre ce qui est arrivé si on explique. C'est vrai, vous avez raison et vous pourrez le dire également au niveau de la communication, nous avons un problème, ça va se régler. Au fond, il y a au Parlement des députés comme Rosine Soglou, Adrien Mbouedi, Bruno Amoussou, Idi Kolaolé qui bouclent les 20 ans et qui sont avec des policiers et des gendarmes depuis 20 ans. Vous ne demandez pas de remplacer ces personnes qui sont payés et qui sont au service de ces gens et d'aller chercher d'autres personnes. Je crois que la mesure n'avait pas pris en compte l'ensemble des situations et de ces paramètres. Vous n'allez pas demander à Rosine Soglou de changer son garde-corps aujourd'hui, après 20 ans. Ou de ne plus en avoir. Ou de ne plus en avoir. Vous n'allez pas demander à Adrien Mbouedi, qui est un gendarme comme garde-corps, qui le sert bien et qui l'apprécie, de le changer après 20 combien. Il a toujours été député depuis 1991. Il a toujours eu le même. Et donc, il y avait ces paramètres dont on n'a pas tenu compte. La mesure est globale, mais le professeur nous l'apprendra. L'exception, comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Il fallait faire une exception aux députés parce que nous sommes dans une situation particulière et, par ailleurs, c'est une affaire de prime. Lorsqu'ils sont gardes du corps de parlementaires, le Parlement leur verse un certain nombre de primes. Et donc, ces personnes qui sont habituées, qui l'ont déjà intégré à leur salaire pendant 20 ans, il est difficile de... Et c'est pour cela que le chef de l'État, je pense qu'il faut reconnaître que parfois on n'a pas toujours raison, a pu faire, à reculer et à décider de régler cette question de manière à ce qu'il y ait la bonne entente entre les deux institutions. Il ne faut pas voir ça en termes de rétropédalage. Il y avait des raisons fondamentales. Et vous avez raison, il fallait reculer. Il faut reculer. Il ne faut pas s'entêter non plus. Mais pas le faire en permanence. Comme non, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir raison garder. Il ne faut pas que ça se répète. Sinon, c'est dangereux. Oui. Dans 6 mois, rupture à la poubelle, nouveau départ à la poubelle, c'est ça continue. Donc, il faut tenir. Il faut tenir. En tout cas, le développement, c'est les hommes. Le développement, c'est la sécurité.
Mais le développement, c'est aussi, et surtout, clame-t-on, le professeur ne va certainement pas me démentir, l'éducation. Et là-dessus, il y a un chantier non moins ambitieux. Roger Boyonvi, vous l'avez suivi, je donnerai après parole à Urbain, puisqu'il est membre de cette commission. Le travail et les chantiers annoncés en ce qui concerne les réformes au niveau du système éducatif, ça vous rassure? Le quartier latin de l'Afrique en difficulté, avez-vous clamé pendant longtemps? Aujourd'hui, on est sur la voie. De la commission éducation? Non, on est en bonne voie de sortie de l'ONIR. J'allais lui souhaiter bonne chance. Oui. Écoutez, mon cher ami, je suis désolé. Désolé? Oui, de vous dire que, en ce qui concerne le système éducatif de mon pays, je suis infiniment triste. Parce que moi, j'ai été entièrement formé dans ce pays. Ce que je suis allé chercher ensuite au Canada et en Allemagne, ça a été des bribes. Et d'ailleurs, les gens s'étonnaient de ma culture. Je le dis sans fausse modestie, puisque mon père ouvrier maçon ne parlait pas français, ma mère ménagère ne parlait pas français. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à l'école. Et l'école béninoise était une bonne et une belle école. Du primaire au supérieur. Et puis, sous mes yeux, tout cela s'est effondré. Et si vous me demandez à moi aujourd'hui de me charger de la reconstruction de notre système scolaire, je vais me mettre à pleurer. Pourquoi? Et je vous dirai, mon Dieu, si c'est un cadeau que vous voulez me faire vers la fin de ma vie, trouvez-moi un autre cadeau que celui-là. À ce point? Oui, je ne sais pas par quel bout commencer. Vous voulez que je vous donne un exemple? Tout à fait. Un exemple banal, mais tout à fait banal. Tout le monde aujourd'hui dans le pays, à commencer par les petits-enfants, du matin au soir et du soir au matin, on se salue bonsoir. Bon, je ne sais pas d'où est venue l'habitude. Il m'arrive de laver ma voiture devant ma porte et la rue est passante. Les écoliers passent, les écolières passent. Bonsoir Pépé. J'ai pris l'habitude de répondre « Salut mon fils » pour ne pas avoir l'air « Salut ma fille » pour ne pas avoir l'air de les corriger. Puis de temps en temps je dis « Non mais quand même tu es professeur. Comment ce gamin ou cette gamine peut-elle te saluer bonjour, bonsoir Pépé, alors qu'il n'est pas encore 8 heures. Alors de temps en temps, j'arrête la gamine, je lui dis, ma petite fille, tu sais l'heure qu'il est, mais pourquoi tu me dis bonsoir? Et la petite me regarde l'air hébété, ne comprenant strictement rien à mon discours. Elle ne voit pas la différence entre bonjour et bonsoir. Alors, je ramasse mon cours, je me le mets dans la poche et je continue de laver ma voiture en me disant, bon, ben, il faudrait peut-être une campagne sur les télévisions et sur les radios pour que les gens recommencent à dire bonjour quand c'est le jour et bonsoir à partir de 19h et même on n'est pas tenu de dire bonsoir. Alors, c'est un exemple. Comment se fait-il que la gamine de 8 ans ne sache pas qu'à 8h du matin, on ne dit pas bonsoir? Nous l'avons appris à l'école. Vous dites bonjour, vous dites bonsoir à l'autre bout, et il y a même bon après-midi. Aujourd'hui, c'est bonsoir tout le temps. Pourquoi bonsoir, je ne sais pas. C'est un exemple. J'ai fait l'expérience, la gamine ne sait pas pourquoi le vieux là l'arrête pour lui dire qu'on ne lui dit pas bonsoir à 8h du matin. La gamine ne sait pas. Eh bien, Amegbeji, Roger Boyonvi préoccuper le gouvernement là aussi. On va pouvoir, lui ne sait vraiment pas par quel bout commencer, mais le bout qu'a choisi le gouvernement, vous le voyez comment? On peut déjà commencer par là, non? S'il ne sait pas par où commencer, moi je me perds, parce que lui, il est spécialiste de l'éducation et moi je n'en suis pas. Mais dans tous les cas, je pense que ce que le président Talon a prôné pendant la campagne, le candidat, quand il était, c'était de faire une réforme profonde du système éducatif et de mettre en place au centre de tout cela un Conseil national de l'éducation qui va gouverner tout cela. Parce que comment on appelle, l'analyse au niveau de l'éducation démontre que nous avons de graves dysfonctionnements. Dysfonctionnements à tous les niveaux.
On a couru pour faire les infrastructures en bois, en tout et tout. Il faut la qualité. Il faut que le produit qui sorte de cette éducation soit un produit vendable. Et aujourd'hui, nous tous, nous nous plaignons de ce que le produit n'est pas vendable. Le produit n'est pas de qualité. Et donc, il faut revoir l'ensemble du système et mettre l'accent sur les hommes, les éducateurs. Vous savez, on a beaucoup de conflits dans l'éducation qui perturbent toute l'année. Chaque année, grève sur grève, finalement, les enfants n'ont pas le minimum de temps qu'il faut à l'école pour avoir l'enseignement qu'il faut. On a eu des dysfonctionnements qui ont amené à ce qu'on a appelé reversement, comment on appelle ça, communautaire et tout, qui ont rempli l'éducation aujourd'hui. Qui ont rempli l'éducation. La majorité des enseignants ne sont pas ceux qui ont été formés dans les écoles. Je parle de l'enseignement primaire, je ne parle même pas encore du supérieur. Mais ce sont des gens qui étaient des communautaires recrutés comme ça à la va-vite, sans formation, qu'on a reversé, qu'on essayait d'éduquer. Et donc, tout cela sur fond de réformes. N'oubliez pas qu'il y avait la réforme qu'on a appelée l'enseignement, comment on appelle ça, non, après ce qu'on a fait l'école nouvelle. Non, la dernière maintenant qu'on est en train de... Le nouveau programme. Nouveau programme, voilà. Qu'on appelle nouveau, tout ça dans un contexte de nouveau programme qui a aussi ces problèmes que les syndicats et autres ont dénoncés. Et donc nous nous retrouvons dans une situation, la seule analyse qu'il faut faire aujourd'hui, est-ce que le produit vaut la peine aujourd'hui? Le produit qui sort de l'école, est-ce que ce produit a la qualité qu'il faut pour faire le travail qu'il faut? Et lorsqu'on a aujourd'hui, on remarque qu'on n'a pas cette qualité, il faut retourner en arrière et revoir. Et une chose importante que je voudrais ajouter, juste pour terminer, une préoccupation importante, la perturbation fondamentale dans le système éducatif est liée aux revendications des enseignants sur leur affectation, sur leur prime, sur leur... Abedegui, pour le plateau d'aujourd'hui, si vous devez rapidement clôturer le temps. Ah, déjà informé, oui. Non, bon, vous m'avez invité pour parler des 60 jours du président Talon. Oui. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'impatience dans la population. Les gens ont mis beaucoup d'espoir en Patrice Talon, en ce qu'il est venu pour faire de la rupture. Et les gens s'attendent à ce que la rupture se fasse vraiment de façon radicale et de manière, je vais dire, rapidement. Et qu'ils ne le sentent pas, mais je voudrais les assurer que qui va lentement va sûrement. Et que le président, pour ce que j'ai vu, est préoccupé et travaille dans son style et dans sa manière pour qu'au soir, nous puissions avoir les résultats. On peut continuer de lui faire confiance. On peut continuer de lui faire confiance, Rosier Gbeyonvi, très rapidement. Non, vous reviendrez sur ce plateau. Il faut continuer de lui faire confiance. Bon, je ne m'inscris pas en faux contre ce qu'il appelle impatience, parce que je ne sens pas cette impatience à 42 km d'ici. C'est peut-être parce que nous sommes fatigués de tous les mots qu'on nous a jetés par-dessus il y a très longtemps. Nous ne sommes pas blasés, ben nous nous disons on verra bien. Donc il n'y a pas fièvre, il n'y a pas impatience. S'ils font bien, on va applaudir. S'ils font mal, ben nous allons retourner à notre misère habituelle. Je voudrais ajouter que les différentes réformes de l'enseignement, moi j'ai connu Grosse-Tête Dossiovo, ça a été la première, ensuite, ces trois réformes fondamentales nous ont été données de l'extérieur. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'école qui était bonne et belle, mais attention, en 1960, je venais de passer le certificat, et c'est la date de notre indépendance, nous n'étions pas 2 millions. Nous n'étions pas 2 millions et donc tout était possible. Aujourd'hui, nous sommes 10 millions avec les mêmes infrastructures, avec les mêmes possibilités. Nous n'avons pas suivi au fur et à mesure. Il y a un problème de croissance démographique au Bénin. Qu'on n'a pas su gérer. Qu'on n'a pas su gérer. Nous n'avons pas d'électricité alors qu'on en avait tous. Mais on n'était pas 500 000 personnes à avoir l'électricité. Mais ça pourra aller. Ça doit aller. Roger Gbeyonvi, Hubert Megbegui, merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous retrouver très bientôt parce qu'il a beaucoup à dire. 100% Bénin, lentement mais sûrement. La part d'aujourd'hui se referme et ce sera en compagnie de Jean Rostand. Je le cite. Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'ination. Mais autant oser pour pouvoir atteindre le but ultime. Mesdames, Messieurs, sachez aussi prendre votre responsabilité car demain, c'est toujours trop tard. 100% Bénin, le numéro du jour, c'est terminé. Demain, un autre jour pour d'autres réalités, toujours avec la même disponibilité. À très vite.